D'abord, je crois qu'il faut parler de nutrition et santé et rendre hommage à tout le travail qui a été fait par mon prédécesseur Alain Chatillon ainsi que toutes ses équipes pour, à partir d'un petit bureau, effectivement sous les arcades de Revel, avec 3 personnes, créer en une trentaine d'années le leader européen de l'alimentation diététique et biologique, une entreprise d'une certaine taille avec 1 millier de personnes, 4 usines et une présence partout en Europe. Donc cette entreprise, c'est vraiment un succès fabuleux sur la base d'une vision. Une vision qui, pour le coup, n'avait pas un coup d'avance, mais avait probablement une vingtaine d'années d'avance. Alain Chatillon avait l'habitude de dire « Longtemps, j'ai prêché seul dans le désert diététique ». L'entreprise s'est créée au départ avec une idée très simple et un produit très simple qui est le germe de blé. Et donc l'idée qu'un ingrédient naturel, et j'insiste, un ingrédient naturel peut avoir un impact positif sur la santé est une idée maîtresse qui est encore extrêmement d'actualité et notre idée aujourd'hui. Et j'insiste sur le fait que nos marques, que ce soit Gerblé, Gerlinéa, Milical, Isostar, nous ne sommes pas dans le domaine des alicaments. J'ai horreur de ce mot alicament. Le consommateur n'a pas envie de se soigner en mangeant. En revanche, ce dont les gens ont envie, c'est de prendre des aliments qui sont des aliments goûteux et qui soient sains et qui, en plus, soient parfaitement adaptés à un problème éventuel de santé qu'ils puissent avoir. Nous devons être extrêmement modestes dans ce que nous essayons de faire. Nous essayons déjà de ne pas nuire par les aliments que nous donnons aux consommateurs, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni trop gras, ni trop sucrés, ils sont simplement bien équilibrés. Et puis, nous cherchons effectivement à nous adapter aux besoins nutritionnels de chacun. Voilà en quelques mots la philosophie de la société Nutrition et Santé. Depuis 30 ans, elle n'a pas changé et réellement, en succédant à Alain Chatillon, je n'ai absolument pas changé la mission de la société. Je l'ai juste adaptée au monde d'aujourd'hui. Et le monde d'aujourd'hui nous dit que pour appliquer cette philosophie, il fallait lancer la société dans le marché du bio. Est-ce que d'abord ce rachat par un groupe japonais d'un petit, relativement petit groupe français par un groupe japonais est une bonne nouvelle? Oui, alors c'est une excellente nouvelle et je dois dire que s'il y a une personne qui a poussé pour ce rachat, c'est bien moi. Le groupe Otsuka, pour le décrire rapidement, c'est Nutrition et Santé en plus gros, en beaucoup plus gros puisque c'est 22 fois notre taille et le groupe Otsuka est le leader mondial en réalité de notre activité puisque Otsuka est leader de la diététique et des aliments fonctionnels dans toute l'Asie, Japon, Chine, Indonésie, etc. et aussi le leader des compléments alimentaires aux États-Unis. Ce groupe a une position équilibrée entre les médicaments d'un côté et la diététique de l'autre. Et donc, ce groupe réalise à peu près 3 milliards d'euros en diététique, c'est-à-dire 10 fois la taille de Nutrition et Santé. Donc ils sont, pour simplifier, 10 fois plus gros que nous. Otsuka va racheter la semaine prochaine 100% des parts de Nutrition et Santé, donc sera actionnaire en 100%, et Otsuka va nous permettre de nous développer. Alors vous savez, quand une entreprise petite est rachetée par un groupe plus gros, il faut simplement se poser la question, est-ce que dans le communiqué de presse de rachat, le mot synergie figurait? Parce que si le mot synergie figurait, ça veut dire qu'il va y avoir de la casse sur les emplois. C'est aussi simple que ça. Parce que synergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des usines en double et que, oui, bonne nouvelle, on va pouvoir, avec 2 usines, en faire une seule. Vous avez des forces de vente en double et donc, effectivement, oui, bonne nouvelle, on va pouvoir supprimer quelques centaines d'emplois et on va gagner des sous. Eh bien, c'est pas du tout le cas du rachat de Nutrition et Santé par Otsuka pour une raison très simple, c'est que Otsuka n'a pas du tout de position en Europe. La position d'Otsuka en Europe, au niveau diététique, c'est 0. Donc les synergies, c'est 0. En fait, les synergies négatives. Mais nous avons de fantastiques synergies positives. Les synergies positives, c'est quoi? C'est lancer les produits d'Otsuka, qui a des marques absolument fantastiques en Asie, sur le territoire européen. Et c'est d'autre part lancer nos marques, Gerblé, Isostar, Gerlinéa, et nos produits, en Asie et aux États-Unis. Donc il y a vraiment des synergies de développement qui sont fantastiques. Et il se trouve aussi que l'Asie, c'est un paradis, le paradis de l'innovation et le paradis de l'innovation alimentaire. Et donc nous avons dans le futur un boulevard pour des marketeurs brillants pour essayer de trouver
des idées que nous allons pouvoir réappliquer en Europe pour lancer des nouveaux produits, parce que l'innovation est au cœur de la croissance de notre société. Concrètement, l'organisation va changer. D'abord, est-ce que vous allez conserver vos fonctions et l'équipe reste-t-elle en poste également ? Absolument. Donc l'équipe ne changera absolument pas. Le comité de direction restera en place. Et je dirais même que ça a été une condition posée par Otsuka pour le rachat de Nutrition et Santé. C'est-à-dire que vous êtes une société japonaise, vous rachetez une société en France, c'est très très loin, c'est à 8000 km. Vous dites, le pire qui peut m'arriver, c'est si jamais ils partent tous. Alors là, effectivement, j'aurais acheté une coquille vide. Donc bien évidemment, cette société japonaise a fait en sorte que le management reste pendant un laps de temps important, et on va dire en anglais, aussi loin que les yeux peuvent voir. L'équipe de direction est en place et développera de manière extrêmement enthousiaste tous ces projets nombreux. Est-ce que, par ailleurs, vos salariés ont été inquiets par les évolutions du groupe ? Mais chez Nutrition et Santé, le comité d'entreprise a rendu un avis positif, et même unanimement positif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une seule voix pour dire « Ah non, mais on est inquiet, il va se passer des choses pas bien, etc. » Tout simplement parce que nos acheteurs japonais sont venus auparavant pour nous observer, pour parler avec nous. Ils ont fait une excellente impression à tout le monde. Leur professionnalisme a été vraiment reconnu par tous. Et parce que le projet est un projet enthousiasmant pour tout le monde. C'est un projet remarquable. Voilà. Quelle perspective d'emploi vous envisagez ? Alors, nous avons créé depuis 3 ans, depuis mon arrivée, à peu près une 50aine d'emplois tous les ans. Donc 50 plus 50 plus 50. Donc aujourd'hui, nous sommes à peu près 150 de plus que ce que nous étions en France il y a 3 ans. Et ce rythme est un bon rythme qui nous permet de croître, je dirais, tranquillement, avec sérénité. On n'a pas de mal à trouver du personnel qualifié, que ce soit au niveau employé et surtout, je tiens à le dire, au niveau cadre. Le rôle principal que nous pouvons jouer est celui de créateur d'emplois. Et de ce point de vue, depuis 3 ans, la société a fait beaucoup de progrès, et probablement plus que dans les 20 années précédentes. Donc je pense réellement que c'est notre contribution principale. Je suppose qu'il y a des produits qui vont être adaptés au marché européen, d'autres qui ne le seront pas forcément. Le choix va se déterminer comment ? Alors, avant tout, celui qui décide du succès ou non d'un produit, c'est le consommateur. Et donc, lorsque on lance des nouveaux projets, on commence par donner beaucoup d'argent aux instituts d'études de marché et de recherche. Et je dois dire que dans l'alimentation naturelle et biologique, par bonheur, on est sur un marché qui n'est pas un marché de demande, mais qui est un marché d'offres. C'est-à-dire que l'innovation, lorsqu'elle arrive, elle peut être une innovation tout à fait en dehors des attentes actuelles des consommateurs. C'est un nouveau produit. Ah, on ne s'attendait pas à trouver ça, mais c'est intéressant, je vais l'acheter. Et donc effectivement, des nouvelles idées peuvent facilement faire leur trou dans le domaine de l'alimentation. Donc c'est un marché qui est le paradis de l'innovation et le paradis du marketing, réellement, l'alimentation. Nous avons en commun avec Otsuka une croyance dans les bénéfices du soja. Alain Chatillon lui-même a été extrêmement visionnaire de ce point de vue, puisqu'il a su constituer, avec le rachat de la société Soy il y a une quinzaine d'années, une filière de culture de soja non OGM dans le sud-ouest. Et nous avons donc cette filière qui est unique au monde, et nous sommes les seuls à pouvoir garantir l'origine non OGM des grains de soja que nous utilisons. Et ça nous permet d'avoir en Europe la marque de soja et de tofu la plus puissante. Otsuka a exactement la même croyance que nous dans les bénéfices du soja. Bénéfices qu'on peut résumer de manière très simple. Le soja, c'est bon pour la santé de l'homme et c'est bon pour la santé de la planète. Donc il y a une sorte de productivité agricole qui est beaucoup plus forte lorsque vous consommez directement des protéines végétales par rapport à la consommation de protéines animales. On le sait tous, la planète devient trop petite pour nourrir les 9 milliards d'habitants que nous aurons en 2050. Et la seule manière de remédier à ce problème, c'est
de consommer tous beaucoup plus de protéines végétales et moins de protéines animales. Et le soja est une solution à ce problème-là. Mais Nutrition et Santé, c'est avant tout un outil de production. On n'a pas abordé pour l'instant ce que Otsuka peut apporter à l'outil de production Nutrition et Santé en termes de diffusion dans le monde, dans les marchés captifs où Otsuka est influente, des produits fabriqués à Revel. On aura probablement la possibilité, nous, d'exporter en Asie et aux États-Unis des produits avec une prime de prix très importante qui justifierait qu'ils soient produits à Revel et exportés en Asie. En revanche, l'inverse n'est pas vrai, avec les coûts de transport inhérents. Donc, il est bien évident que d'ici nous avons un beau succès, nous allons produire à Revel et nous allons effectivement développer notre outil de production qui déjà emploie pas mal de monde. L'autre point important, c'est qu'il y a effectivement une différence très importante entre le Japon et la France sur un point précis qui sont les normes de production et de production alimentaire. Les Japonais n'ont pas inventé les process de qualité pour rien. Ils sont extrêmement pointilleux et on a beaucoup à apprendre d'eux et je suis donc ravi de pouvoir créer probablement les usines de produits alimentaires les plus avancées en Europe grâce à Otsuka. Donc de gros investissements en perspective et quelques chiffres peut-être à nous donner sur ce qui est le forecast sur les 4 ou 5 ans qui viennent. Alors, on a depuis 3 ans une croissance de chiffre d'affaires à 2 chiffres et une croissance de profit à 2 chiffres tous les ans. Et le plan de base, en dehors des lancements d'Otsuka, est de continuer bien évidemment sur ce trend. L'arrivée des projets Otsuka va probablement doubler cette croissance. C'est l'objectif, avec des investissements évidemment importants, et donc probablement la croissance du profit ne sera pas au même niveau que la croissance du chiffre d'affaires dans les premières années. L'actionnaire Otsuka est peut-être moins exigeant que l'actionnaire précédent ? Oui, vous avez parfaitement raison. Effectivement, lorsque vous êtes racheté par un groupe de 7 milliards d'euros et de 33 000 personnes, entièrement familial, pas coté en bourse, vous avez tout le temps devant vous. Vous avez tout le temps du monde. Peut-être qu'on peut revenir sur le déroulement de cette opération. Vous étiez sur une opération de LBO depuis 2005. Et donc vous en sortez grâce à ce rachat. Comment se sont déroulées les discussions ? Est-ce que c'est Nutrition et Santé qui est allé vers le groupe japonais ou l'inverse ? Alors, d'abord, je vais revenir sur la structure LBO, qui est quand même une expérience de la vie de manager qui est assez unique et très intéressante. La reprise sous LBO d'un groupe est vraiment peut-être extrêmement bénéfique pour un groupe dans les premières années. Mais on a eu une chance fabuleuse, c'est qu'on a connu que les 3 premières années du LBO, on n'a pas eu les 2 dernières. Donc ça, c'est une grande chance. Et on a eu cette chance tout simplement parce que on a été approché proactivement et spontanément par ce groupe japonais qui était très intéressé par ce groupe, par Nutrition et Santé, parce que Nutrition et Santé était la seule société qu'il pouvait racheter pour avoir une présence en Europe, parce que nous étions, et nous sommes toujours, la seule société d'alimentation diététique et biologique européenne, authentiquement européenne, avec des positions dans tous les pays européens, puisqu'on ne fait que la moitié de notre chiffre d'affaires en Europe. En France, pardon. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'entreprise est toujours autant ancrée dans son territoire qu'elle l'était il y a 15 ans ? Est-ce que Nutrition et Santé est toujours aussi associée au Lauragais qu'il l'était ? Et est-ce qu'on peut apporter des garanties quant à l'avenir sur les débouchés agricoles que Nutrition a toujours su assurer ? Est-ce que ça sera vrai dans l'avenir ? C'est bon. Alors, dans ce que vous dites, il y a 3 éléments. Vous posez une question finalement sur 3 choses. La recherche, le marketing, l'agriculture. Donc je vais répondre sur ces 3 points. La recherche fondamentale, c'est pas du tout notre truc. Pour une raison très simple, c'est que nous sommes une société d'alimentation naturelle. Donc entre nature et recherche et développement, il y a un gap. D'accord ? Et finalement, on ne fait que mettre en avant les propriétés nutritionnelles, qui sont souvent traditionnelles et bien connues, d'ingrédients naturels, dont les vertus étaient connues par nos grands-parents. Sur le marketing. Oui, le marketing est réellement le moteur de la croissance de notre société. Et c'est pas un gros mot. Et au contraire, je pense qu'on peut en être fier. Le marketing, c'est analyser le monde autour de soi, analyser les consommateurs autour de soi, leurs besoins, les besoins du monde autour de soi, et y répondre.
Troisième point, et c'est le plus important dans votre question, c'est l'attachement à la région et au côté agricole de cette région. Et ça, c'est fondamental chez nous. La région, pas Midi-Pyrénées, mais on va dire une sorte de croissant à l'est et à l'ouest de Toulouse, en incluant le Gers et le Lauragais, donc, d'un côté et de l'autre. On est là dans ce qui n'est pas la Silicon Valley, mais qui est la bio-organique valley de la France, et peut-être même de l'Europe, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la culture de produits bio est très active dans cette région-là, premier point. Les sols, le soleil, etc., tout ça est très favorable à ce type de produit, au soja en particulier, mais aussi à d'autres produits. Ensuite, parce qu'il y a une sorte de culture et d'intériorité. La consommation de produits bio est dans la région la plus forte dans toute la France. C'est ici, autour de Toulouse, qu'on consomme le plus de produits bio. Il y a quand même une vraie affinité culturelle entre la région et le projet d'alimentation naturelle. Et ça, c'est très important pour nous. Et donc, ça n'est pas par hasard que Nutrition et Santé est à Revel. Et ça n'est pas par hasard qu'on va y rester. Je voudrais poser une question sur les différences culturelles que vous devriez rencontrer entre une entreprise européenne et une entreprise japonaise. On sait que c'est une des clés du succès de ce type d'opération. Et comment est-ce que vous envisagez cette difficulté-là? Alors ça, c'est vraiment le vrai défi. Et c'est vrai que la prise de décision chez nous va être probablement ralentie par il ne faut pas se le cacher, par ce rachat et par cette nouvelle situation. L'autre culture intéressante des Japonais, qui est un point auquel je suis personnellement très attaché, toutes les sociétés japonaises ont une culture égalitaire. Alors, égalitaire est un mot qui est un peu excessif, mais c'est pratiquement ça. Vous connaissez l'écart moyen entre le PDG et l'ouvrier au Japon, c'est de 1 à 10. En Europe, en moyenne, c'est de 1 à 100. Aux États-Unis, c'est 1 à 1000, pour simplifier. Donc, ce côté, c'est le symptôme d'un dogme de l'équité. Donc, ce sont des sociétés pratiquement. Le Japon est une société pratiquement collectiviste. C'est probablement la seule société qui correspond à l'idéal marxiste tel qu'il avait été exprimé il y a un siècle. Réellement, on travaille pour la collectivité, on ne travaille pas pour soi. Et ça, c'est s'inspirer un peu de ça chez Nutrition et Santé, enfin, d'une manière générale en Europe, je crois que ça ne peut pas nous faire de mal. C'est vraiment une excellente question qui est celle du coût de l'alimentaire, d'une manière générale, et du coût de nos produits. Nos produits sont plus chers que des produits alimentaires normaux. La qualité a un coût, c'est-à-dire encore une fois, nos produits ont une prime de prix entre 50 et 100% par rapport à l'équivalent mass market. Et cette prime de prix perdurera. Et je suis convaincu qu'on peut trouver les moyens de convaincre les consommateurs de continuer à payer cette prime de prix. D'une manière générale, il faut que nous, consommateurs, soyons de plus en plus convaincus qu'il faut payer plus cher pour son alimentation qu'on ne paye aujourd'hui. Et aujourd'hui, on préfère téléphoner avec un téléphone mobile pendant des heures et manger mal. Et manger gras, manger sucré ou manger rapidement. Eh bien, est-ce bien normal? Est-ce bien normal? La réponse est clairement non. C'est-à-dire qu'il faut, les gens vont sûrement se rendre compte que faire des sacrifices et aller chez ED ou chez Lidl pour acheter des biscuits gras et sucrés produits en Allemagne pour pouvoir se payer le dernier téléphone portable, c'est absurde. C'est absolument absurde. Et donc, je suis convaincu que nous allons revenir au bon sens, collectivement, et qu'on va tous accepter collectivement de payer le juste prix pour son alimentation, avec des produits plus sains, plus naturels, sans OGM, sans conservants, sans conservateurs, sans colorants, sans mauvaise graisse hydrogénée, etc., etc. Donc je suis convaincu qu'on va revenir à cette logique-là. Je rebondis sur cette question. Est-ce que ça veut dire que les produits nutrition et santé aujourd'hui sont affectés par le recul de la consommation en grande distribution? Alors, pour être très honnête, oui, ils le sont, bien sûr. Lorsque vous avez moins de personnes qui fréquentent les hypermarchés, il y a moins de personnes pour acheter du gerblé. Mais nous maintenons toujours un gap, une différence avec le mass market de 10 points. C'est-à-dire que pour simplifier, lorsque nous étions à plus 15,
le mass market était à plus 5. Aujourd'hui, le mass market est à moins 5. Nous maintenons cette différence de 10 points et nous sommes donc à plus 5. Donc tout le monde a baissé de 10 points, y compris nous. Mais pour parler justement de la situation économique, aujourd'hui, on a connu depuis mi-2008 une situation absolument inédite où le volume consacré aux biens de grande consommation a baissé de manière considérable. Depuis avril 2008, l'ensemble des marques nationales de biens de grande consommation est à moins 4%. Je pense que la crise de la grande consommation, elle a déjà eu lieu. Et je suis convaincu que les choses vont se stabiliser désormais. C'est ma conviction, je peux avoir tort. Comment est-ce qu'on va réagir par rapport à cette crise qui nous atteint tous? Mais la réponse est simple. On va mettre en place une sorte de marketing de guérilla. On va être beaucoup plus proche du consommateur. Déjà, on ne va pratiquement pas augmenter nos prix. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a décidé d'investir beaucoup plus en promotion sur le point de vente, et en particulier en faisant baisser nos prix, qu'en médias et en communication. Aujourd'hui, le consommateur est très inquiet. Il n'écoute pratiquement plus ce qu'on lui dit à la télévision ou dans la presse. Il a les oreilles bouchées. Il pense à son portefeuille, il est un peu inquiet, et donc je pense qu'il est extrêmement important d'adresser ce point-là. Donc oui, on est réactif, on est très flexible et très mobile dans l'affectation de nos ressources, et l'affectation de nos ressources ira plutôt à la promotion qu'à la communication. D'une manière générale, je voudrais, et je crois que c'est un point intéressant, de revenir sur ce qui est arrivé au niveau de l'évolution des prix de vente en 2008 dans la grande distribution. Vous avez tous pu constater une valse des étiquettes. Donc les prix ont augmenté à peu près sur les produits alimentaires, ils ont augmenté de 4%. Pourquoi? Hausse des matières premières. Oui, mais la hausse des matières premières, elle ne justifiait qu'à peu près 1% d'augmentation. Pourquoi 4%? Eh bien tout simplement parce qu'il y a eu une hausse en valeur absolue des marges de la distribution et de la plupart des fournisseurs. Des sociétés, les plus grosses sociétés du mass market ont profité de la hausse des prix de matières premières pour augmenter leurs marges, et les distributeurs en ont fait autant. Donc il faut le dire, c'est peu dit dans la presse, et réellement le système en entier porte la responsabilité de la baisse de la consommation. Quel est l'état d'esprit des Japonais à propos du bio? Alors, Merci. Au Japon, le bio n'existe pas. Tout doit représenter 0,1% de la consommation alimentaire. Et donc, les Japonais sont aussi très intéressés pour découvrir ce qui sera probablement le marché du futur pour eux. Mais le bio, tout simplement, c'est bon pour la planète et c'est bon pour la santé. Alors, sur la première partie, c'est absolument indéniable. C'est bon pour la planète, tout simplement parce qu'il y a moins de pesticides. Et donc, on ne peut pas nier le fait que moins de pesticides, c'est bien pour les sols. Bon pour la santé, c'est plus débattable. Il y a des études divergentes sur le sujet. Les scientifiques ne sont pas tous d'accord, et quelque part, on peut juger que ça relève de la croyance ou de la conviction. Pour moi, ça fait partie de la conviction et non pas de la croyance. C'est-à-dire, je suis convaincu que oui, les aliments naturels, c'est meilleur pour la santé. Mais très, très sincèrement, il faut reconnaître que les études scientifiques ne sont pas unanimes ou n'ont pas été suffisamment bien faites pour apporter une réponse à cette question. Est-ce que vous ne croyez pas plutôt justement au développement du naturel plus en magasin spécialisé qu'en grande surface? Ça sera les deux, mon général. Les deux. Aujourd'hui, les chiffres depuis 2 ans sont simples. Les magasins spécialisés bio croissent à peu près de 20% tous les ans. À peu près 15% est dû à l'augmentation du nombre de magasins et 5% à l'augmentation de la rotation dans chaque magasin. Donc les magasins spécialisés croissent énormément. Il y en aura de plus en plus, il y a des projets d'ouverture importants, etc. Mais en même temps, le bio en grande distribution a une croissance de l'ordre de 25%. Dernier chiffre en janvier 2009 par rapport à janvier 2008, rayon bio en grande surface, plus 25% par rapport à l'année précédente. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a un développement conjoint, concomitant, des deux circuits de distribution sur le bio, parce qu'il y a un appétit formidable du consommateur pour ce type de produit, et donc il va le chercher partout où il est. En fait, le web
ne doit pas être un circuit de distribution que vous méconnaissez. Je crois qu'en 2008, ça a été le seul réseau de distribution de chiffres, je parle de e-commerce. Donc, vous qui avez une réflexion et que vous êtes très orienté client, vous êtes très à l'écoute de vos consommateurs. On sait que les marques sont très frustrées en fait aujourd'hui de ne pas avoir un accès direct à leurs clients. Est-ce que c'est pas une piste de développement intéressante pour vous? Alors, Et c'est une spécialiste nationale qui vous pose la question. Alors attention à la réponse. Ok. Alors, de manière très simple, je considère le web comme un circuit de distribution comme les autres. C'est-à-dire, comme les autres, ça veut donc dire que ça n'est pas pour moi le moyen d'accéder directement à mes consommateurs. D'accord? Donc, s'il y a des distributeurs alimentaires sur le web, je considère que c'est un canal de distribution, 4e canal de distribution, après les grandes surfaces, les pharmacies, les magasins spécialisés. J'en rajoute un 4e qui est le web. Enfin, les distributeurs online. Bon, aujourd'hui, je constate que ces distributeurs online sur l'alimentaire, ils sont quasiment non existants. Ils n'existent pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de business model efficace aujourd'hui pour la grande distribution en commande web, où il y a une livraison directe au consommateur. Le jour où ça arrivera, le jour où ce circuit de distribution existera, il sera pour nous un circuit de distribution que nous allons investir de manière agressive. Quand et comment avez-vous prévu la disparition de Nutrition et Santé au profit d'Otsuka, France ou Europe? Je suppose que c'est prévu puisque Otsuka est une stratégie mondiale. Alors, moi vivant, ça n'arrivera pas. Voilà. Voilà. Oui, alors voilà. Oui, mais alors moi vivant chez Nutrition et Santé, d'accord. Voilà. Donc il est clair que si Nutrition et Santé ne se transformera pas en Otsuka Europe, Nutrition et Santé restera Nutrition et Santé. Nous, avec toute l'équipe d'Objectif News, on vous donne rendez-vous avec la sortie du prochain magazine qui sera pour le 26 février. Jeudi 26 février, ça sera le numéro 2 d'Objectif News. Merci en tous les cas Didier Superbel d'avoir accepté d'être le premier invité de cette matinale Objectif News École supérieure de commerce.